le duc de Savoie. En direct des Alpes. Le podcast de Hugo Ferrari. Et voilà, bonjour tout le monde, on se retrouve pour le podcast de Ferrari avec... Aujourd'hui, oui, on est jeudi, que veux-tu malheureusement, organisation du Trail Niveau-les-Revards qui m'a forcé à décaler cet enregistrement à aujourd'hui, ça y est, les clés sont rendues à la mairie, ça y est, on est peinard. Alors, podcast numéro 260, pourquoi l'UTMB se déroule fin août ? Et oui, pourquoi l'UTMB n'a pas lieu au beau milieu du mois de janvier ? Pourquoi donc ? Comment ça se fait ? C'est inacceptable. Quel est ce monde d'obstacles, de refus, de pensées uniques où on nous force à faire l'UTMB fin août ? Moi, je veux le faire mi-janvier, d'accord ? Et aujourd'hui, on a les moyens technologiques de le réaliser. On envoie des types déneigés, bordel de merde. Pourquoi on le fait fin août ? Qu'est-ce que c'est ces stigmatisations-là ? Pourquoi on doit forcément être enseignant, du coup, pour avoir le temps de se préparer à l'UTMB ? C'est inacceptable. Et donc, on va voir si c'est réellement un complot des enseignants pour cette UTMB ou si il y a une logique derrière cette date de fin août. Sauf cette année, ce sera début septembre, je le sais, vous avez votre réunion de pré-rentrée, ça vous gonfle. Mais bon, ça va après 2 mois tranquille. On peut bien faire une réunion de pré-rentrée quand même. Alors, question posée par Frédéric Delabrouille, qui est un peu le big boss de la question, si tu veux, sur le podcast. Sur le Patreon même. Enfin, ouais. Commençons déjà par les nouveaux patriotes. Avec Valentin R. Ça, c'est la classe, ça, comme nom de famille. François Beau. Greg Assaloni, Pierre-Alexandre Anqui, Pierre Rioux, Ludovic Touillet, Mathias Lebeau, Louis Naudot, Pierre Rioux. Putain, je l'ai dit 2 fois. Je suis quand même devenu très con depuis l'organisation du Trail Niveau-les-Revards. Je crois qu'il me manque 2-3 neurones. Le retour, le réabonnement de Jérémy Treillet, d'Alex Wabdallah, Django Renault, Michel Roméo et Vincent Rampelbergs. On dirait un nom de classique flandrienne, rien que de le dire, ça m'excite. Alors, attention, amis patriotes, période difficile pour le Patreon, puisque j'attaque, ça y est, c'est parti, dès la semaine prochaine au Trail de Haute-Provence, les gros événements au micro, donc la revue de presse que je publie tous les lundis, il y a de très grandes chances que maintenant ce soit tous les mardis, c'est quand même très possible. Et l'article du vendredi, en péril, avec très très peu de temps pour le rédiger. Heureusement, vu que je suis quelqu'un d'intelligent, j'ai pris de l'avance. Qu'est-ce qu'on a ce vendredi ? On a un article, alors c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Jennifer Lemoine, qui est coach, entraîneuse, qui utilise d'ailleurs la plateforme Nolio, qui nous a rédigé un article intéressant sur la charge mentale. Et justement, on parle de la charge mentale du champion, tu vois, du champion qui doit faire tous les sacrifices pour réussir, etc. Mais la charge mentale également du pratiquant de tous les jours, qui en fait possède un autre type de charge mentale, mais dans les 2 cas, on peut voir que ça crée des problèmes. Et donc, quelques pages de lecture pour voir un petit peu d'où ça vient, comment on peut le gérer, est-ce que tout est négatif, est-ce qu'il y a un petit peu de positif dans cette fameuse, obscure et mystérieuse charge mentale. Je vous l'ai bien vendu. Hein. Là, franchement, si vous vous abonnez pas, après un tel teasing, moi je comprends pas. C'est quand même largement mieux que les mecs qui te demandent de mettre 5 étoiles sur leur podcast. Moi, je suis même pas référencé sur Apple Podcast, parce que j'ai essayé de le faire un jour, ça a bugué, ça m'a gonflé, j'ai jamais réessayé. Voilà, pour te dire mon degré d'implication dans la promotion du podcast. Alors, speaker, parlons-en. C'est maintenant, c'est le money time. Tiens d'ailleurs, en parlant de monnaie,
effectivement, elle va tomber. Je serai ce week-end, ce dimanche 14 mai, amis paroissiens. Je serai au Traïso Buget. Alors, le Traïso Buget, si tu connais pas, c'est normal, il est plus axé saucisson que bas UTMB, tu vois ce que je veux dire. Mais très sympa. Très sympa parce que, en fait, on fait le trail à côté du four du village. Et du coup, on fait griller des pizzas on fait cuire des pizzas absolument énormes. Et après, on se baffre avec ça en attendant les arrivées des derniers. Je sais pas, je crois que c'est un peu après le milieu d'après-midi, donc ça dure de 8h à 16h en gros, très sympathique. Voilà, trail sous budget, 40 bornes, 19 bornes, 13 bornes, les courses enfants, de quoi passer une très très belle journée. C'est ce dimanche dans le Bugey, un très joli coin de l'Ain où j'aime beaucoup faire du vélo. Voilà. D'ailleurs, si vous participez à ce trail de Bugey, trail sous budget, n'hésitez pas. Si vous voulez des bières de récup livrées gratuitement, sans frais de port, zéro, banco, rien du tout, l'inflation, connaît pas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Point de vue athlète, bon là c'est un peu la merde, je vous le cache pas. Je reviendrai en détail sur Patreon sur qu'est-ce qui m'est arrivé, la fin du monde, la détection d'un cancer, une tétraplégie suite à une chute, non, rien de tout ça, rien de vraiment très grave, mais des trucs qui t'empêchent de faire du sport de haut niveau pour un petit moment, voilà, qui est bientôt derrière moi, mais qui était pénible à traverser. Et que je retraverserai, puisque quand on fait l'aller, on fait le retour. Voilà, je reviendrai là-dessus sur Patreon la semaine prochaine, puisque ça s'explique autrement qu'avec quelques mots sur une bête photo Instagram dont vous ne lisez même pas le texte. D'ailleurs, vous en avez rien à secouer, vous voulez juste voir des espèces de gogoles en short qui posent devant des montagnes avec un petit névé, et puis voilà, ça y est, ça vous excite. Donc ouais, je pense que les réseaux sociaux ne sont pas du tout adaptés au partage de ce genre de contenu. Surtout quand on voit les trucs débiles qui sont en train de poindre leur bout de leur nez. Je ne cite pas TikTok, mais vous m'avez compris. Et puis si, je les cite, parce que c'est quand même vraiment de la merde. D'un point de vue... ouais, le réassort des chaussettes, c'est ça qui vous agace pour certains. Je sens qu'il y en a 2 ou 3. Attendez, je caresse un petit peu le chat. Et oui, il vient de se coucher après une folle nuit dehors, un petit ravito croquette ce matin. Là, ça y est, on est parti pour une petite sieste à 13h45, là. Oh, il est bien. C'est que lui, à la réforme des retraites, il s'en bat les couilles. Ouais, il est pas concerné. Il sait que dans tous les cas, il aura à bouffer. S'il a pas à bouffer, il lui suffit de me sauter dessus pendant mon sommeil. Et là, je déballe un peu de « Ouais, excuse-moi, Olivier. Je sais que tu m'as offert un délicieux chorizo dimanche dernier. Sache que tous mes chats ont eu droit à un petit bout de chorizo, et effectivement, eux aussi l'ont trouvé absolument délicieux. Ouais. Ah, je peux te dire que le chat, quand il voit du chorizo, il est pas prêt de devenir végan. Non, ça l'intéresse pas trop, la viande qui pollue, c'est pas trop son affaire. Ouais. Donc les chaussettes arrivent, pas tout de suite, mais elles arrivent, rassurez-vous. Et oui, mais c'est le problème de faire du Made in France, c'est qu'en France, on a des jours fériés en fait, ce qui n'existe pas en Chine quand tu fouettes des gosses, parce que bon, eux déjà le dimanche, mais alors le jour férié, si tu veux là-bas. Donc ouais, non, nous c'est pénible, faut rétribuer les salariés à juste titre, on est obligé de les payer décemment, on est obligé de respecter les week-ends, on est obligé de respecter les jours fériés, non, c'est très pénible de produire en France. Hein. Mais voilà, du coup, elles vont arriver, les chaussettes, un peu de patience. En attendant, la promo est toujours valable pour les casquettes et pour les t-shirts. Hein. J'ai descendu le tarif de 5-6 € à chaque fois. Donc allez-y, faites-vous plaisir. En plus, en rangeant le Traini Voler Revard, j'ai récupéré plein de cartons. Donc je pourrais recycler en vous faisant les envois. Et ça, c'est cool là. Donc allons-y, épisode 60. Attendez, je fais un petit row. Oula. Pourquoi l'UTMB se déroule fin août ? Alors, j'introduisais le podcast d'une manière exceptionnelle, comme toujours, en vous parlant du complot des enseignants. Eh ben oui, les enseignants, fin juin, c'est fini.
Moi, j'en vois qui hurlent parce qu'ils corrigent 2 copies du bac en juillet. Ça y est, ils ont l'impression qu'ils sont allés étaler du goudron par 50 degrés dehors avec FH. Est-ce un complot des enseignants, ceux qui ont 2 mois de vacances l'été et qui peuvent très très bien se préparer en juillet et très très bien se reposer en août pour livrer la meilleure performance possible sur l'UTMB? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que le lobby enseignant soit responsable de la date de l'UTMB. Encore que les mecs ont dû y penser, parce que si tu le fous début septembre, c'est un peu emmerdant, tu vois, tu perds les gens. Mais non, je ne pense pas que ce soit ça tout de même. En plus, à noter que si vous êtes enseignant, et que vous souhaitez mettre à profit vos 2 mois de vacances l'été, pour réaliser une performance sportive, moi je serais vous, je viserais une course fin septembre. En plus, fin septembre, on a Nice by UTMB, on a les trails du Sancy, on a ceux qui aiment le trail court, on a la Skyrun. Qu'est-ce qu'on a comme autre belle épreuve je pensais à un truc. Mi-septembre, il y a les grands trails du lac de Serponçon, ça c'est très très beau aussi, très joli, 100 miles vraiment rigoureux. Voilà. Et ben en fait, vous pouvez vous entraîner comme des cochons en juillet-août, parce que vous avez beaucoup de temps libre. Vous avez des petites choses à faire, mais globalement vous avez quand même pas mal de temps libre. Et après, vous récupérez en septembre, pendant que vous faites la rentrée des classes et toutes ces saloperies là, avec les mômes qui gueulent, et on peut même pas leur taper dessus. Et du coup, vous faites du jus pendant cette période, et boum, fin septembre, l'objectif, donc avec ces belles courses que je viens de citer. Du coup, finalement, c'est un peu du luxe d'avoir le mois d'août de repos avant l'UTMB, c'est pas forcément utile. Après, c'est vrai qu'on est toujours mieux dans son canapé, à regarder des conneries à la télévision, plutôt que de se déplacer sur son lieu de travail, de travailler, de revenir, etc., etc. Mais voilà, je pense qu'en tout cas, pour le corps enseignant, on peut vraiment optimiser le truc en se mettant des gros objectifs mi-septembre ou fin septembre et profiter du coup de son temps un peu libre avant. C'est un petit peu comme moi, je travaille beaucoup moins l'hiver et du coup, c'est vrai qu'en février, en mars, je suis vraiment très très excité et il me faut une compétition pour pouvoir m'exprimer. Donc, ouais, bon, non, c'était plutôt pour raconter des conneries que pour faire une vraie analyse. Donc, je ne pense pas que l'UTMB soit fin août à cause du corps enseignant. Est-ce que c'est à cause des orages, tu vois, par exemple, fin août, on pourrait se dire, c'est une bonne date pour esquiver les orages. Non, ça c'est pareil, ça marche pas trop. Parce que tu l'as constaté comme moi, il y a souvent eu des orages à l'UTMB. En fait, il y en a peut-être même... est-ce qu'il y en a une année sur 2 ? Alors, c'est bien, maintenant il y a le changement climatique, tout ça, la canicule, les vieux qui meurent, la réforme des retraites, toutes ces bonnes nouvelles là qui arrivent en nombre depuis quelques années, les pandémies, les virus, le rhume, tout ça. Est-ce que l'UTMB présente moins d'orages ? Les orages, globalement, ils arrivent tout l'été. D'ailleurs, on en a eu en mars cette année, c'était très très étrange. Évidemment, on a dit que c'était à cause des gens qui polluaient trop. Les orages, il y en a un petit peu tout l'été, parce que, en gros, l'orage, c'est... il fait très chaud, très lourd, à chaque fois on dit ça, il fait lourd. Le soir, des nuages noirs passent la montagne, et là tu fais « Oh putain !» Et bim, ça pète dans tous les sens. Donc on a tous observé ces fameux orages l'été, et... malheureusement, on est touché du début à la fin de l'été, en fait. J'ai, par exemple, le souvenir, en 2019, j'animais l'Ultra Trail du Haut-Gifre, donc c'est du côté de Samoin, et c'est très très tôt pour un trail de haute montagne. C'est le 3e week-end de juin. Et sur cet Ultra Trail du Haut-Gifre, en 2019, on a dû arrêter la course à cause de l'orage. Alors en fait, on a donné le départ le matin, c'était annoncé qu'il allait y avoir des très gros orages l'après-midi. L'organisation de course à Samoin, c'est vraiment des excités. Il n'y a pas d'autre mot. C'est des mecs, ils y vont, quoi. Là, c'est authentique. Là, si tu veux de l'authenticité, là, tu vas être servi. Si tu veux, ils n'ont pas trop le temps de se poser 6000 questions. Là, on est dans l'action. Là. Et donc, malgré ces orages annoncés, ils ont quand même donné le départ. Et moi, je trouve qu'ils ont eu raison, parce que l'ensemble des coureurs a pu réaliser une très grande partie du parcours,
Il y a même 6 coureurs qui franchissent la ligne d'arrivée, dont mon ami Cédric Goléa qui était 5e. Et après, tout s'arrête, parce qu'en fait, les rafales de vent sont aux alentours des 100 km/h. Et si tu veux, à ce moment-là, le vent lève les barrières métalliques. Donc tu as vu, quand tu es dans une aire d'arrivée sur un trail, normalement il y a des barrières métalliques absolument partout pour délimiter un peu l'aire d'arrivée. Et là, avec le vent, tellement il était violent, les barrières se levaient et s'envolaient. Ce qui du coup est très problématique parce que si tu es à côté, bah tu la prends dans la gueule. Et prendre dans la gueule une barrière métallique qui s'est envolée, qui se balade dans l'air à 30 km/h, bah ça fait mal, potentiellement tu peux en mourir, donc il y a ce qu'on pourrait appeler un danger. Et du coup, tout le monde avait couru dans la salle en poussant des cris de gorée, de vierges effarouchées, et il n'y avait plus de course, puisqu'il n'y avait plus personne dehors, tout le monde était calfeutré dans la salle. Et là, l'organisation s'est fait chier à aller chercher les mecs partout dans la forêt en pick-up, donc bon, c'était un peu rocambolesque. Mais tout ça pour vous dire que, finalement, 3e week-end de juin, boum, des orages. Donc, est-ce qu'il faut avancer l'UTMB pour éviter les orages ? J'en suis pas convaincu. Alors à noter que c'était rigolo, parce que la même année, enfin rigolo, non, c'était drôle pour personne, la même année, suite à ça, il y avait une alerte orange, tu vois, mais le préfet avait rien dit, et 2 semaines après, sur la montagnarde, une alerte orange, pour des orages, et là, du coup, le préfet a dit, bon les gars, cette fois-ci, vous êtes bien gentils, mais on va éviter de balancer des coureurs partout dans la nature pour aller les chercher. Donc sur la montagnarde, à midi, le préfet a décidé de stopper la course. Bon, on le comprend, hein, vu ce qui s'était passé juste avant. Et en fait, pour la petite anecdote, il n'y avait pas un seul nuage dans le ciel. Et du coup, de midi à 18h, tous les concurrents sont revenus progressivement sur la ligne d'arrivée, parce que la course était coupée, donc il y avait un itinéraire de rapatriement. Et disons que vers 20h, c'était fini, quoi. Et de toute la soirée, il n'y a pas eu un seul nuage dans le ciel. C'était un fiasco total de la part de la météo. Voilà, donc il y a aussi ça qui arrive. Voilà, donc tout ça pour dire que... Est-ce qu'il faudrait bouger la date par rapport aux orages ? Non, je ne pense pas. La date est-elle pertinente par rapport aux orages ? Pas forcément non plus. Regardez, si on prend les dernières éditions, donc moi je suis venu sur l'UTMB à partir de 2015 en tant que spectateur, pour assister à la 3e place sur l'OCC de mon ami Nicolas Martin. Là, il faisait très chaud. 2016, je fais la TDS, je termine 4e, derrière Pau Capel, un Espagnol, Franco Collet, et il faisait très chaud. D'ailleurs, c'est Ludovic Pomeray qui remporte l'UTMB cette année-là en 22h30. Et puis ensuite, en 2017, et bien là, c'est complètement l'inverse. Il a fait très mauvais. Il a plu toute la course. Alors, c'était pas vraiment des orages, c'était plutôt une pluie continue. 2018, pareil, il pleut toute la course, il fait vraiment très froid, c'était très dur. 2019, il faisait très très beau. Il faisait aussi beau qu'en 2022, même si je sais, pour justifier des cotations basses, on nous a rappelé qu'il avait fait très beau en 2022. Moi, j'ai participé en 2019, en fait, j'avais les mêmes habits, quoi, donc il faisait aussi beau les 2 jours. Donc il faisait très beau en 2019, j'ai passé notamment le Grand Col Ferré en t-shirt, ce qui est quand même très très rare. Cette année, j'avais mis la veste. Comme quoi. Après, il y a eu 2020, donc là, c'était l'année Covid. C'était vraiment très très dangereux de sortir dehors, on risquait tous de mourir de manière instantanée. Et du coup, on n'a pas fait l'UTMB, mais on a fait l'échappée belle, parce qu'il n'y avait pas le risque de mourir du virus sur l'échappée belle. C'était un virus qui touchait uniquement les participants des grands événements, et le virus ne se rendait pas sur les petits événements, donc c'était cool, on a eu le droit de les faire. Ah là là, je me rappelle encore ces putains d'autorisations là. Quand j'en avais 6 dans la poche pour courir pendant 6 heures autour de chez moi. C'est comme quand t'interdis de l'alcool aux USA en fait. Qu'est-ce qui se passe derrière ? Il y a des mecs qui en vendent en contrebande, quoi, si tu veux. Enfin, c'est bon. On s'organise, hein, les gars. On n'est pas des demeurés, hein. On va pas rester chez nous. T'as cru quoi, toi ? T'es pas marqué pigeon là sur le front là. Ah, il y a bien un jour où je l'avais oublié. J'ai pris une petite amende. Saleté.
Donc en 2020, il faisait globalement très beau. D'ailleurs, il faisait très très chaud à l'échappée belle, je me souviens. Oh là là, qu'est-ce que j'avais eu soif. 2021, il faisait plutôt beau. Et 2022, il faisait très très beau. Donc, ouais, finalement, c'est une assez bonne date. Même si on se souvient parfois de gros orages, en fait, globalement, il fait plutôt bon, quoi, fin août. À Chamonix. Chamonix. J'aime bien, ça titille toujours quelqu'un. Ouais, du coup, ouais, niveau météo, la date, tu peux la mettre en août, en juillet. Voilà, certaines années, t'auras de la chance, d'autres années, t'auras pas de chance. Dans 10 ans, tu pourras plus le faire à cause des canicules. Mais bon. Est-ce que c'est pour permettre... Donc, troisième point. Parce que je structure maintenant, tu vois. Troisième point, est-ce que c'est pour permettre aux coureurs du marathon de venir ? Le marathon du Mont Blanc, hein, pas le marathon de Paris. C'est une bonne question. C'est une bonne question, parce que le marathon du Mont Blanc, il a été créé en 2003. Donc, 2 mois avant le premier UTMB. Mais, là, je vous parle du marathon. Sachez que le Cross du Mont Blanc, sa première édition, c'est en 1979. Donc tu vois, pendant que ton père, il se droguait sur des musiques des shérifs, eh ben, il y a des mecs qui faisaient le Cross du Mont Blanc, là, 23 bornes, 1800 mètres de dénivelé. 1979. Création du kilomètre vertical du Mont Blanc, 2011. Création du 90 km du Mont Blanc avec la victoire de François Den, rien que ça, 2013. Donc, est-ce que c'est pour permettre aux coureurs du marathon de venir ? Je suis pas tout à fait sûr, parce que finalement, le marathon, il a vu le jour en même temps que l'UTMB en 2003. À la limite... Ouais. À la limite, on pourrait dire que le Cross du Mont Blanc drivait déjà quelques coureurs et que ça pouvait potentiellement manquer à l'UTMB, mais à l'époque, en 2003, le nombre de participants était vraiment ridicule, donc il n'y avait pas toutes ces compétitions entre des événements qui ramènent plusieurs milliers de personnes. Donc vraiment, là, je ne pense pas. D'autant plus qu'en 2003, il n'y avait vraiment que l'UTMB. La CCC, elle est arrivée en 2005, donc elle est arrivée assez vite quand même. La TDS, elle arrive en 2009, et puis il y a eu l'OCC en 2014. Après, il y a eu la MCC, je me rappelle plus en quelle année, la PTL, voilà, tous ces trucs-là. Donc à l'époque, il y avait que l'UTMB. Du coup, un mec qui faisait le marathon, est-ce que c'était le même qui allait à l'UTMB ? Bon, moi, je pense que oui, parce que globalement, les gars, à l'époque, on leur disait tiens, une paire de Santiago, un single track dans la forêt, et vas-y, démarre-de-toi. Et puis si tu veux, les types, ils avaient un petit short d'athlétisme, ils avaient une bouteille d'eau cristalline de 500 ml dans la main, et puis ils y allaient, quoi. Hein. Ils se faisaient pas chier avec un sac. Tu sais, à l'époque, on prenait un porte-gourde, et puis voilà, s'il y avait un ruisseau, tant mieux. S'il n'y en avait pas, tant pis, j'avais un petit peu soif, quoi. Il n'y avait pas de barre énergétique, ça n'existait pas, vous aviez juste des granits dégueulasses. Il n'y avait pas de... Voilà, tu vois, il n'y avait pas d'électrolyte. Il y avait juste de l'eau et du coca. Donc est-ce que ça gênait le marathon ? Moi, je suis quand même pas tout à fait sûr. Donc non, je dirais non, c'est pas pour permettre aux coureurs du marathon de faire les deux. Après, c'est pas impossible d'y penser, hein, ils ont le droit, mais bon, a priori non. Qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre comme raison ? Eh bien, c'est, je pense, du coup, la seule qui est légitime, c'est la neige. Et oui, la neige. La neige, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça ? Eh oui, parce que si vous écoutez mon podcast dans une dizaine d'années, ben, vous allez vous demander de quoi je parle, puisqu'il y aura plus de neige. Ça, c'est facile. Si vous vous intéressez un peu au climat, donc vous savez que globalement les températures se réchauffent. Pas le climat, hein, parce qu'il y a plusieurs facteurs, donc le climat ne peut pas se réchauffer, c'est pas possible. C'est pas une température. Il peut changer, mais il peut pas se réchauffer. Et donc globalement la température augmente, et en fait on peut tracer des graphiques un petit peu rigolos, et je comprends pas que les promoteurs immobiliers ne s'en servent pas dans les stations de ski,
Parce que vous pouvez tracer à partir de quelle année il n'y aura plus de neige à telle ou telle altitude. Donc, par exemple, il faudra que je regarde si ça colle avec la courbe. Enfin, la courbe qui est une droite. Une droite qui a une petite forme d'exponentielle tout de même. Donc en fait, vous avez... Moi, quand j'étais petit, je faisais du ski à 900 mètres d'altitude chez ma grand-mère. Aujourd'hui, il n'y a plus de neige à cette altitude-là. Il va neiger une fois ou deux l'hiver, peut-être des fois ça va rester un petit peu 20 cm sur les feuilles, mais globalement, il y a plus de neige, on fait plus de ski, quoi, à 900 mètres d'altitude. Pourtant, j'en faisais il y a un petit peu moins de 20 ans. Donc, en l'espace d'une quinzaine d'années, on est passé de je fais du ski de décembre à avril sans jamais me poser de questions si ça va être possible ou pas à 900 mètres d'altitude. Et 15 ans plus tard, c'est je ne fais plus de ski à 900 mètres d'altitude aucun jour de l'année. Zéro. Et vous pouvez continuer à tracer cette courbe et vous verrez en quelle année on ne fera plus de ski à 1500 mètres d'altitude, en quelle année on fera plus de ski à 1800 mètres d'altitude, en quelle année on fera plus de ski à 2000 mètres d'altitude, etc., etc. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui s'endette pour acheter un appartement à la montagne, j'espère que c'est parce qu'il a envie de profiter d'une certaine fraîcheur l'été et pas de la neige l'hiver, parce qu'il va être déçu. Si vous faites un prêt sur 20 ans, ça peut coincer. Hein, à moins que ce soit Tignes, Val Thorens, tout ce qui est au-dessus de 2000. Sinon, en dessous, quand même, dans 20 ans, voilà, faites une croix dessus, quoi. Là, je vois à la Fécla, au Revard, il y a beaucoup de nouvelles constructions, chalets, etc. C'est pas pour le ski. Hein. Là, je pense l'hiver qu'on a eu, c'est déjà une bonne... Hein, j'ai skié 12 fois au lieu de 40 cet hiver. Voilà, c'est déjà un bon indicateur, tu vois. Donc voilà, faut... Du coup, ouais, la neige. Alors, pour l'instant, ça nous embête. Parce que l'UTMB passe au col de la Seine, qui a plus de 2500 mètres d'altitude. Il passe en haut du Grand Col Ferret, pareil, qui a plus de 2500 mètres d'altitude. Et pendant de très très longues portions, à chaque fois, que ce soit les arêtes du Montfavre, le col des Pyramides Calcaires, vous êtes à plus de 2000 mètres, 2002, 2003, etc., etc. Le col du Bonhomme à 2003. Et du coup, on peut pas se permettre de marcher sur la neige pendant des kilomètres et des kilomètres. C'est très dangereux, parce que du coup, on a vite fait de dévier du chemin, de passer à proximité d'une falaise, de glisser, de se faire mal sur un caillou, etc., etc. Donc, pour réaliser la course, il faut que la neige ait fondu. Alors, peut-être pas en intégralité, hein, s'il reste des névés, c'est pas très grave. À l'échappée belle, par exemple, c'est vrai que s'il y a eu un bon hiver avec beaucoup de neige, et là, c'est ce qui s'est passé hein, cet hiver, autant il y a eu une injustice en dessous de 2000 mètres, il a neigé quasiment rien, mais au-dessus de 2000 mètres, il a neigé beaucoup. Donc, les trails estivaux qui vont se dérouler au-dessus de 2000 mètres cet été, et là, je pense très fort à mes amis du côté de Samoin qui vont organiser l'Ultra Trail du Haut-Gifre, eh bien, il y a énormément de neige au-dessus de 2000 mètres d'altitude. Donc, ah oui, le pire étant, ce que Casquette Verte, le poteau Alexandre Bouchet vient de publier, une trace évidemment superbe hein, de Beaufort à Annecy. Par contre, la moitié de sa trace est sous la neige hein, actuellement, donc c'est un peu embêtant. Et vu qu'il veut la faire dans 2 semaines, et vu la météo qu'on a en ce moment, bon, je pense qu'il peut déjà commencer à la retravailler. Et sinon, elle est très très belle, il devrait le faire en août, ou en juillet, très joli. Que dire de plus pendant que je continue de caresser un petit peu le chat? Oh, le pauvre, il a très sommeil. Eh bien, cette neige, elle va nous embêter sur l'UTMB, donc on attend, on repousse le plus possible, et c'est pour ça qu'on atterrit fin août. Donc voilà l'explication. C'est pour ça qu'il faut faire très attention au trail de Samoin. Hein. Chaque année, là, au trail de Haut-Gifre, il y a énormément de gens qui descendent sur les fesses en mettant un sac poubelle, ce qui est très dangereux parce que vous prenez de la vitesse. Si vous tapez une pierre, vous pétez le coccyx. Mais bon, il faut apprendre. Hein. C'est en vous pétant le coccyx une fois que vous apprenez à ne pas recommencer. Et donc ces trails-là sont quand même très engagés parce que voilà, l'organisation, ils n'hésitent pas. Hein. Ils vous y font passer, vous vous démerdez, hein, même s'il y a de la neige, tant pis. Par contre, sur le 90 km du Mont Blanc, là, on est sur une organisation un petit peu plus raisonnable parce qu'il y a du monde, parce que ceci, parce que cela.
Et du coup, le 90 km du Mont Blanc, si vous l'avez suivi avec passion comme moi pendant quelques années, moi dès 2014, je regardais un peu ce qui se passait avec du Luis Alberto Hernando, etc. Avant le 90 du Mont Blanc, une fois que vous passiez derrière le Brévent, il faisait un autre parcours et vous ressortiez à Valorcine, mais vous arriviez du col de la Terrasse. Donc, vous arriviez d'un col qui était encore au-dessus du Brévent, je crois, à plus de 2600 mètres d'altitude. Et lui, il était vraiment orienté un peu nord, donc toujours très enneigé. Et je crois qu'à partir de 2017, avec la victoire de Xavier Thévenard, on était passé déjà par le parcours que vous connaissez aujourd'hui. Voilà. Putain, d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Alors, je vous en parle pas, parce que voilà. Mais je viens de penser à quelque chose, donc je le note sur ma feuille. Pendant ce temps-là, voilà. J'ai eu une idée, excusez-moi. Évidemment, je ne couperai pas ça au montage, car je ne fais pas de montage. Nous sommes ici en improvisation. Allez, l'idée elle est notée. Donc sur 90 km du Mont Blanc, on a retouché un petit peu le parcours. Il y avait des endroits très beaux à aller voir, vraiment assez incroyables, du côté des aiguilles rouges par derrière, on va dire, grossièrement. Et du coup, on le fait pas à cause d'un col qui est un peu trop en hauteur, il y a beaucoup trop de neige. Déjà, le Brévent, en certaines années, c'est un peu chaud. Donc là, moi, j'habite pas à Chamonix, donc j'y suis pas allé, évidemment. Surtout que je déteste prendre ma voiture pour aller courir. Mais voilà, pour ceux qui habitent un peu autour de Chamonix, je pense au copain Christophe Gézouin, voilà, dites-nous peut-être en ce moment comment c'est le Brévent, quoi. Est-ce que c'est praticable ou pas voilà, moi alors je peux rien affirmer, mais je pense que c'est encore pas mal enneigé, quoi. Voilà. Du coup, écoute, Fred, pour faire un petit résumé de tout cela, je pense que c'est vraiment la neige qui a poussé l'UTMB à venir se placer fin août. D'ailleurs, on le voit, tous les trails se sont placés un peu fin août, les trails d'autre altitude. Le trail du Galibier, qui est très vieux lui aussi, il est fin août. L'échappée belle, elle est fin août. Voilà. Beaucoup de grands trails alpins, ceux qui passent vraiment très haut, sont fin août. L'ultra trail du Mont Rose, il doit être en septembre même. Etc. Et en fait, après, il y a eu une petite surenchère, parce qu'une fois que l'UTMB s'est installé fin août, bon, en 2003, c'était sympa, mais sans plus. Une fois qu'ils ont bien grossi, donc je pense vers les années 2010, ça, c'est vraiment devenu la grosse institution. Après, on a passé d'autres caps à partir de 2015. Et surtout 2010-2011, quand Kylian Jornet fait découvrir la course, enfin 2008, 2009 et 2011. C'est d'un coup, un vieux randonneur, Marco Olmo, se fait battre par un jeune Catalan vigoureux. Alors, Marco allait quand même très vite, attention. Mais voilà, ça avait choqué les gens de passer de 60 à 20 ans, en fait, pour le temps du vainqueur. On s'était dit, oh putain, le sport de vieux, finalement, c'est un truc de jeune. Ah, mais il va se blesser, il va se niquer les genoux. 10 ans après, il a mis tout le monde à l'amende, il continue régulièrement de balancer des entraînements hors normes. En fait, il s'est pas du tout niqué les genoux. Toi, c'est sûr, dans ton canapé, tu vas pas les abîmer, tes genoux. Forcément, tu les utilises pas. C'est comme mon crayon, si je l'utilise pas, j'use pas l'encre. Donc voilà, c'est vraiment à cause de la neige qu'on part fin août, et on le voit sur les trails qui essayent de se positionner plus tôt pour dire ouais, nous on est le premier trail vraiment montagne, etc. Donc l'ultra trail du Haut-Gifre, à Samoin, très engagé, très montagne. Ah eux ils mentent pas, c'est très montagne. Par contre attention, ouais, il y a des années où il peut y avoir pas mal de neige, donc c'est un peu particulier. Je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien. Faut poser son pied sur la neige, c'est un peu différent. Des fois on glisse un peu en descente, donc voilà. Et par exemple, moi j'avais proposé à l'UT4M l'an dernier d'avancer leur trail. Bon, après ils peuvent pas pour plein d'autres raisons, mais l'UT4M c'est autour de Grenoble. Autour de Grenoble, à cause de la pollution, globalement, les montagnes autour, elles reçoivent un peu. Le climat autour de Grenoble, il commence à changer un petit peu. Alors on peut pas encore faire pousser des bananes, mais ça va venir.
Et effectivement, les températures sont régulièrement plus élevées autour de cette petite bassine, autour de Grenoble. Et donc, je proposais à l'UT4M d'avancer leur date. Au lieu d'être mi-juillet, en concurrence avec plein d'autres ultra-trail, et bah, tu t'avances à début juin. Et début juin, sur le parcours de l'UT4M, c'est quasiment toujours possible de le réaliser. Peut-être qu'il faudra accepter d'avoir quelques parties enneigées. Peut-être qu'il faudra accepter quelques années de faire des petites variantes. Mais, à mon avis, il y a un public à aller chercher en mettant son ultra-trail début juin. Et à l'inverse, dans la continuité de ce raisonnement, l'Ultra 01, qui lui est un ultra-trail très sympathique, qui se déroule en juin. En juin, à chaque fois, il fait très chaud, surtout dans les plaines de l'Ain, c'est insupportable. Eh bien, je le déplacerai en avril, pour dire, ouais, regardez, nous, on est un des premiers ultra-trail français, et à mon avis, là, il capterait déjà beaucoup plus de participants, parce qu'il n'y a quand même pas BZF, là, ces dernières années, et surtout, il capterait aussi des participants d'un très très bon niveau, ceux que vous aimez appeler les élites, parce que vous adorez vous renvoyer à votre statut de gueux en permanence. Vous avez besoin d'avoir des idoles comme ça, donc c'est pour ça que vous considérez que certaines personnes sont des élites, et du coup vous acceptez que vous n'en êtes pas. C'est ce qui m'a toujours perturbé un petit peu quand j'observe le coureur lambda, c'est de le voir comme ça, sans arrêt, considérer que il y a presque 2 races, tu vois, dans la course à pied. C'est ce qui m'a toujours un peu étonné, quoi. C'est pour ça que j'aime bien mettre en avant les gens qui réussissent, alors qu'ils ne sont connus de personne, notamment sur les revues de presse, tous les lundis. Que dire de plus ? Ah oui, à l'inverse des trails qui s'avancent en montagne comme ça, qui s'avancent dans l'année pour dire « Ouais, moi je suis le premier ultra-trail en montagne, les autres c'est des PD et tout. » Pardon, un petit propos homophobe qui m'a échappé, j'ai pas vu venir celui-là. Vous avez les trails de montagne de fin de saison. Le trail des Glières, depuis très longtemps, le premier week-end d'octobre. Et les gros tarés, là, le trail du Petit Saint-Bernard. 60 bornes, 3000 mètres de dénivelé, passage à 3000 mètres d'altitude, des passages en câble, début octobre. Donc 2 fois sur 3, il y a de la neige et l'événement est annulé. Mais Laurent Viner persiste à mettre son trail à cette date-là pour dire « Nous sommes le dernier trail de haute montagne. » Et il a 100% raison. Alors c'est vrai que quand on annule l'événement, les gens ils ont un peu les boules, mais quand tout se déroule bien, même si souvent à partir de 15h il fait très très froid, souvent il pleut un peu, voire même il neige le soir, c'est vrai que c'est quand même grandiose. Voilà, donc voilà, tout le monde trouve un petit peu sa date maintenant dans un calendrier qui depuis 5-6 ans est très chargé, même plus que ça, même presque 10 ans, et du coup, on peut voir des petits chamboulements à droite à gauche. Par contre, à mon avis, pour l'UTMB, on reste sur une institution, et je pense même que par rapport à toutes les autres courses qui ont calé plus ou moins leur date, ils n'ont plus le droit maintenant de changer, parce que ce serait vraiment chambouler le paysage, quoi. C'est eux là où on a tous les regards, quoi, donc on peut plus se déplacer, quoi, maintenant. Voilà mon petit Fred, j'espère que ça a bien répondu à ta question. Et puis, j'ai envie de te lire à demain, vendredi, sur le Patreon, pour lire un très bel article sur la charge mentale. Allez, salut. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie, en tant que fidèle patriote, de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.